c'est compliqué. Donc ça, c'est un. Deux aussi, si même la personne qui écrit le programme, s'il fait des erreurs, voilà, on va dire, en cas d'erreur, en cas d'erreur, voilà, la détection de l'erreur est très compliquée. La détection de l'erreur est très compliquée. Très compliquée. Donc, je pense que tout le monde, vous parlez d'erreur dans le programme parce que quand vous dites c'est un bug, non, mon programme a planté, mon programme a fait ceci, ça ne marche pas. Voilà, ça, on appelle ça des erreurs en programmation. Les bugs, c'est des insuffisances, c'est des erreurs. Souvent, on les corrige. Pour les corriger, il faut aller dans le code source, voir là où ça ne marche pas pour le corriger. Donc, avec la programmation linéaire, il est très, très difficile de détecter les erreurs et très difficile de les corriger. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est trois gros inconvénients de la programmation linéaire. Donc, ce qui a amené les informaticiens à penser à un autre style de programmation. Donc, à savoir que dans le premier cours algorithmique et programmation, nous allons programmer en linéaire. Parce que nous apprenons à programmer. Donc, on va programmer en linéaire. On va commencer par la base. Donc, dans notre premier cours, nous allons apprendre à programmer en linéaire. Et vous allez voir que tout ce qu'on a dit, c'est vrai. En cas d'erreur, c'est difficile à maintenir et on ne peut pas travailler à plusieurs dessus. Ensuite, maintenant, pour pallier aux insuffisances de la programmation linéaire, donc, il y a la programmation structurée, voilà, qui a vu le jour maintenant, dont l'objectif était vraiment de répondre aux insuffisances. D'abord, permettre à plusieurs personnes de travailler sur le fichier, donner la possibilité, faciliter la maintenance et faciliter la détection d'erreurs. Donc maintenant, on a repensé la manière d'écrire des programmes. On dit maintenant, en programmation structurée, un programme est tout simplement égal à toujours des données, mais cette fois-ci, le traitement, on l'a remplacé par ce qu'on appelle des procédures et des fonctions. Voilà. Des procédures et des fonctions. OK? Des procédures et des fonctions. Comme ceci. Voilà. On a des procédures et des fonctions. Donc, le traitement a été éclaté maintenant. Au lieu qu'on écrive les codes l'un à la suite de l'autre, maintenant, on va organiser nos codes sous forme de procédures et de fonctions. Maintenant, les procédures et les fonctions, ce ne sont rien d'autre que des programmes autonomes. Donc, on va dire une fonction où c'est la même définition, mais sauf à une petite différence près, mais au moment venu, on va voir ça. Une fonction ou une procédure est un algorithme, voilà, est un programme, on va dire pour ce programme, pour que vous compreniez, sinon algorithme est un programme autonome. Autonome, ça veut dire que c'est un code, un petit programme qui résout un travail, une tâche élémentaire, c'est-à-dire un programme, c'est-à-dire du code informatique, voilà, du code écrit dans un langage, du code écrit dans un langage, voilà, pour résoudre une tâche élémentaire, on va dire très très élémentaire, voilà. Les éléments, c'est-à-dire qu'on va décomposer notre programme en des petits morceaux de code, voilà, élémentaire, voilà. Donc, c'est du code écrit dans un langage de programmation pour résoudre une tâche très, très élémentaire. Bon, on va garder la répétition, c'est pas grave. Voilà. Une tâche élémentaire. OK. Donc, cette fois-ci, lorsqu'on écrit, on subdivise la partie traitement en procédure et fonction. Comment est-ce qu'il va permettre le travail collaboratif? Généralement, quand on développe un programme, les fonctions et les procédures peuvent être écrites par des personnes différentes. Donc, on peut prendre par exemple le projet, à supposer que c'est un projet de gestion de stock. On est en train de faire un logiciel pour gérer le stock, ou bien un logiciel qui va me permettre de traiter des données cartographiques. Voilà. Par exemple, pour ce logiciel de traitement des données cartographiques, il y a une partie de saisie des informations. Par exemple, il faut quand même entrer les données. Et ensuite, une partie de traitement et une autre partie d'affichage des résultats. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut avoir une équipe de 3 personnes. La première équipe va travailler sur la saisie,
l'autre va travailler sur le traitement et l'autre va travailler sur l'affichage. Donc, chacun va créer des fonctions et des procédures, voilà, qui vont lui permettre d'effectuer les opérations qu'on lui a confiées. Et maintenant, par la suite, on peut se remettre en groupe et puis fusionner tout ça très facilement. Donc, ça permet de régler le problème du travail collaboratif. Ensuite, pour la maintenance, c'est encore plus facile parce que chaque fois qu'il y a une erreur, l'erreur se trouve soit dans une fonction ou dans une procédure. Dans une fonction ou dans une procédure. Mais imaginez, on dit que les procédures et les fonctions, c'est des algorithmes autonomes. Ça veut dire qu'on peut facilement identifier la fonction. Ça fait quelques lignes de code. Généralement, c'est les fonctions et les procédures ne dépassent pas 10-15 lignes de code. Donc, on peut facilement trouver l'erreur à l'intérieur et le corriger. Et les compilateurs nous indiquent même la fonction ou la procédure dans laquelle se trouve l'erreur. Donc, si c'est facile à maintenir, donc ça veut dire que la détection d'erreur est très facile. Donc, notre premier cours qui est algorithmique et programmation, voilà, va nous permettre de couvrir un peu ces deux volets. Donc, on avait commencé la dernière fois, on a juste introduit. Donc, la prochaine fois, on va voir les éléments algorithmiques qu'il faut pour pouvoir couvrir ces deux volets. Maintenant, le cours actuel, le cours qu'on s'apprête maintenant de commencer, lui va traiter du troisième point et du quatrième point. D'accord? Voilà. Donc, la programmation orientée objet, c'est quoi? C'est un tout nouveau style. Il a une autre façon de voir les choses totalement différente de la programmation linéaire et structurée, mais qui inclut la programmation linéaire et structurée. Ça veut dire quoi? Que pour programmer en orienté objet, on va forcément programmer en linéaire et on va forcément programmer en structuré. Mais la vision d'un programme linéaire structuré est totalement différente d'un programme orienté objet. Des questions? Des questions? Des questions? Ok, donc s'il n'y a pas de questions, on avance. Bienvenue à monsieur, voilà, l'arrivant. Bon, j'ai apparemment, en disant vos noms, lorsqu'on veut mettre les vidéos en ligne là, l'autre, comment on appelle, YouTube refuse, parce que c'est comme si on violait une de ses règles. Donc, je vais éviter de prononcer les noms. Voilà. Ou bien on va utiliser des noms un peu différents. Hein? Le Kaysien. Donc, lui, c'est le Kaysien qui vient d'arriver. OK. Vous suivez? Si vous suivez, faites-le moi savoir. S'il y a des questions déjà avant de commencer à parler de l'orienté objet. Est-ce qu'il y a des questions? Ceux dont le micro ne fonctionne pas, s'ils veulent poser leurs questions, ils peuvent m'envoyer ça ici par message. Voilà. Ils peuvent envoyer des messages via le Google Meet directement. Juste en bas de votre écran, il y a un petit élément. Voilà. Lui, il a levé la main. Oui, OK. Allez-y. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, je dirais que ce n'est pas pour poser des questions pour le moment. Je viens de prendre le terrain en marche. OK. C'est juste une erreur de manipulation. Maintenant, ceux qui sont là déjà, est-ce que vous avez compris cette notion de programmation linéaire et programmation structurée? Donc, c'est ce que je disais que dans notre cours d'introduction à l'algorithmique et à la programmation, on va parler de ces deux. Hein? On va parler de la programmation linéaire, on va parler de la programmation structurée. Mais dans notre cours actuel, qui s'intitule Programmation orientée objet, voilà, donc on va parler de la programmation orientée objet. Mais pourquoi avoir séparé, pourquoi mettre les deux? D'ailleurs, on ne les apprend pas ensemble. On peut faire de la programmation linéaire structurée et sans connaître la programmation orientée objet. On peut aussi faire de la programmation orientée objet sans pour autant savoir qu'on fait du linéaire et du structuré, sans pour autant apprendre le linéaire et le structuré d'abord. Hein? Mais tout est lié. Des questions? Je peux avancer, Wadidje? Oui. C'est bon, on peut avancer? Hein? Oui. D'accord. Donc maintenant, parlons maintenant de la programmation orientée objet. Comme je l'ai dit, c'est toute une nouvelle vision. Les programmeurs se sont dit, bon voilà, la programmation linéaire et structurée aussi a des inconvénients. Des inconvénients comment? C'est vrai que il a réglé, la programmation structurée a réglé les inconvénients de la programmation linéaire. Mais en programmation structurée aussi, il y a un problème qu'il n'arrive pas à résoudre. On va dire les inconvénients de la programmation, les inconvénients de
la programmation structurée, on va dire, il y a un souci qu'on appelle la réutilisabilité du code. La réutilisabilité du code. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est la portabilité. On appelle ça la portabilité. La portabilité. Donc, ça, je vais vous expliquer. Après la réutilisabilité, la portabilité, voilà, il y a, bon, c'est toujours le même souci, hein, voilà, mais il permet de faciliter aussi le travail collaboratif, la réutilisabilité du code, la portabilité, et à ce qu'on appelle la notion de visibilité. La notion de visibilité, on va appeler ça visibilité. Donc, voici trois éléments, trois inconvénients. Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup, mais ça, c'est les inconvénients majeurs. D'abord, la réutilisabilité du code, c'est quoi? Vous savez, la programmation, c'est un domaine qui évolue tellement vite que ce n'est pas possible. On crée des logiciels tous les jours. Des logiciels capables de faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, nous avons des logiciels dans le domaine de l'intelligence artificielle qui nous permettent de faire des traitements jusqu'à ce qu'on oublie même que notre ordinateur n'est pas doté de cerveau. Tellement que ces traitements sont extraordinaires. Donc, qu'est-ce qui a permis ça? Il y a ce qu'on appelle la notion de framework, de bibliothèque. C'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut programmer. Par exemple, on peut utiliser une framework pour pouvoir écrire un programme de 1 mois, de 6 mois, en 10 jours. Mais qu'est-ce qui a rendu ça possible? Les gens se sont dit, bon, ok, quelqu'un qui est aux États-Unis, lui, il va travailler sur une application de gestion scolaire. Donc, il va développer des fonctionnalités que quelqu'un qui est en France peut réutiliser. Donc, lui, il n'a pas besoin d'écrire les mêmes choses. D'accord? Donc, lui, il va compiler toutes ces fonctions utiles, c'est-à-dire que tous les éléments utiles de son code, il va les mettre sous forme de bibliothèque qu'il va partager avec les autres. D'accord? Et les autres aussi vont consulter ces bibliothèques-là, voir, ah, il y a telle fonction déjà écrite, il y a telle fonction que X ou Y a déjà écrit. Donc, moi, je n'ai même pas besoin de les écrire, je vais tout simplement les utiliser. C'est pour que on puisse utiliser des codes qui sont écrits par des gens qu'on ne connaît même pas. D'accord? Mais si on les utilise, si on voit que ça ne fait pas le travail qu'on demande, on laisse. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont proposé la même chose. C'est pour cela que dans notre, en orienté objet, nous allons parler de Java et on va voir qu'il y a beaucoup de bibliothèques Java. Voilà, il y a des gens qui ont écrit des choses que nous allons pouvoir utiliser pour pouvoir avancer dans le code. Maintenant, la portabilité, c'est quoi? C'est qu'en programmation linéaire structurée, qu'est-ce qui se passe? Quand j'écris un programme avec une machine Windows, quand je termine mon programme ne peut marcher que sur les ordinateurs qui ont Windows. Par exemple, moi, je développe un programme dans un langage linéaire structuré avec ma machine Windows 8.1. Maintenant, quand je finis de faire mon programme, quand je prends l'exécutable et que je veux le distribuer, tous ceux qui n'ont pas Windows 8.1, ça ne va pas marcher. Donc, ça, c'est un gros problème. Ou bien si je développe sous Linux, tous ceux qui n'ont pas Linux, ça ne va pas marcher. Donc, qu'est-ce que les développeurs faisaient? Donc, ils créaient la version pour Windows, la version pour Linux, la version pour Mac. D'ailleurs, même si vous allez sur Internet pour télécharger un logiciel, vous allez voir, ils vont vous dire que voici le logiciel pour Windows et ils vont vous citer les versions de Windows. Voici le logiciel pour Linux, voici le logiciel pour Mac. C'est les différents systèmes d'exploitation. Donc, les concepteurs qui font de la programmation linéaire et structurée sont obligés de générer l'exécutable de leur programme en fonction des différentes plateformes. D'accord? Les plateformes. Maintenant, la notion de visibilité, l'orienté objet l'intègre dans la notion de classe. Ça veut dire quoi? J'ai parlé tout de suite de partage de fonctions. Quelqu'un peut partager une bibliothèque de fonctions. Il peut, dans cette bibliothèque de fonctions, il peut rendre une partie cachée et une partie visible. La partie cachée, c'est pour que les gens ne l'altèrent pas, parce qu'en altérant cette partie, ça peut rendre complètement inutilisable la bibliothèque. Mais la partie visible est laissée à votre souhait. Vous pouvez le manipuler comme vous le voulez. Donc, cette notion de visibilité, on va le voir aussi en orienté objet. Donc, comme je l'ai dit, l'orienté objet va corriger les insuffisances de la programmation structurée et du coup, corriger les insuffisances de la programmation linéaire. Maintenant, la vision de l'orienté objet, c'est quoi? Un programme, cette fois-ci en orienté objet, est vu comme étant, voilà, un programme en orienté objet à cette philosophie. Il est vu comme
Cette fois-ci, on ne va pas écrire, on va tout simplement dessiner un gros cadre. Voilà.